C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, Glencore, l'un des géants mondiaux dans le négoce des produits pétroliers qui plaide coupable devant les tribunaux américains et britanniques pour des faits de corruption. Le Cameroun est cité dans cette affaire tentaculaire. Des hauts fonctionnaires auraient perçu 7 milliards de francs CFA. L'opposition demande des comptes. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. Élections législatives au Sénégal. Le ministère de l'Intérieur a validé 8 listes nationales de candidats, alors que 2 listes, dont celle de la principale coalition d'opposition, ont été jugées irrecevables. Les réactions à Dakar dans ce journal. La fête au Maroc. Hier, son club mythique du Wydad Casablanca a remporté la Ligue des champions africaine, 2-0 contre le club Kairat d'El Ahli. Les réactions à Casablanca et au Caire dans ce journal. 7 milliards de francs CFA, soit 10 millions d'euros de pots de vin versés à des hauts fonctionnaires camerounais. C'est ce qu'a révélé le groupe Glencore à la justice britannique et américaine. L'un des géants mondiaux du négoce des produits pétroliers a plaidé coupable pour des faits de corruption. L'opposition camerounaise demande des comptes aux autorités. Les précisions de notre correspondant à Yaoundé, Marcel Amoko. C'est le Financial Times qui a été le premier à lever le lièvre dans un article daté du 24 mai dernier. Le journal anglais révélait que le négociant anglo-suisse Glencore était prêt à plaider coupable des faits de corruption pour obtenir ou conserver des contrats dans des entités publiques dirigées par l'État dans plusieurs pays africains, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Nigeria ou encore le Cameroun. Glencore qui comparaissait devant des tribunaux américains et anglais. Pour ce qui est du Cameroun, Glencore affirme avoir versé plus de 7 milliards de francs CFA, un peu plus de 10 millions d'euros de pots de vin à des dirigeants de la SNH, la Société nationale des hydrocarbures, et de la Sonara, la Société nationale de raffinage. Un scandale de corruption qui a poussé l'avocat Akere Mouna, ancien président de Transparency International ici au Cameroun, à saisir la CONAC, la Commission nationale anti-corruption. L'ancien bâtonnier de l'ordre des avocats du Cameroun n'est d'ailleurs pas le seul à exiger que toute la lumière soit faite sur ce scandale de corruption, puisque certains leaders de l'opposition ont également demandé à la justice camerounaise de se saisir de ce dossier. Le député SDF Joshua aussi demande même la création d'une commission d'enquête parlementaire. Autant dire que ce scandale de corruption, qui n'est pas très surprenant dans un pays plusieurs fois classé numéro 1 mondial en matière de corruption, n'en est qu'à ses prémices. Le gouvernement camerounais n'a pour l'instant pas réagi. Silence radio également du côté de la Sonara et de la SNH. Et puis toujours au Cameroun, dans la zone anglophone, en proie à un sanglant conflit, 24 civils ont été tués, une soixantaine ont été blessés dimanche par des séparatistes armés dans le sud-ouest du pays. Quelques heures auparavant, l'armée avait annoncé avoir libéré plusieurs otages, dont Elisabeth Regina Mundi, une sénatrice du parti présidentiel enlevée il y a un mois par des indépendantistes anglophones. L'armée camerounaise affirme avoir tué une dizaine de ravisseurs dans l'opération de sauvetage. Au Sénégal, la principale coalition d'opposition Yewwi Askan Wi pourrait ne pas présenter de candidat aux élections législatives de juillet. Cette liste, ainsi que celle des suppléants de la coalition de la majorité, Benno Bokk Yakaar, ont été déclarées irrecevables par le ministère de l'Intérieur. Au total, 8 listes ont été validées pour ce scrutin. Les réactions à Dakar avec notre correspondante Sarah Sako. Selon l'arrêté du ministère de l'Intérieur, 2 listes nationales sont rejetées. La liste de suppléants de la coalition au pouvoir, Benno Bokk Yakaar, pour cause de non-respect de la parité, et la liste de titulaires, cette fois de la coalition d'opposition Yewwi Askan Wi, liste jugée non complète. La formation avait, par erreur, investi 2 fois la même personne. Concrètement, cela veut dire pour la formation d'opposition que des personnalités comme Ousmane Sonko, tête de liste, ou encore Malick Gakou, autre figure de l'opposition ici au Sénégal, ne pourront participer, seront remplacés par leurs suppléants. Les réactions n'ont pas tardé. La coalition d'opposition dénonce une provocation du pouvoir et promet que ses partisans descendront cette fin de semaine dans les rues de Dakar pour manifester, pour protester. Quant à la coalition Benno Bokk Yakaar, elle invoque, elle, une erreur matérielle que la commission de réception
l'inscription des listes ne lui aurait pas signifié. Dans les deux cas, les formations annoncent des recours auprès de la Cour constitutionnelle. L'institution a 3 jours pour statuer sur leur sort. On va s'intéresser à présent à l'opposant égyptien Alaa Abdel Fattah. Son état de santé est préoccupant. Cela fait 60 jours qu'il a entamé une grève de la faim. En prison depuis 8 ans, icône de la révolution, il a été transféré vers une prison dite modèle après les mauvais traitements qu'il a subis dans le centre pénitentiaire de Tora. Mais ses soutiens continuent à demander sa libération. Reportage de notre correspondant au Caire, Edouard Dropsy. Alaa Abdel Fattah est en prison depuis 2014 pour ses opinions politiques. En dehors d'une courte libération en 2019, sa mère ne le voit que derrière les barreaux. Elle garde ses lettres précieusement. En dehors des visites, c'est la chose la plus importante pour moi. Durant des années, il a dû dormir par terre, n'a pas pu faire d'exercice ni écrire. Si ses conditions de détention se sont améliorées récemment, il est affaibli par sa grève de la faim. Même si je voulais en discuter avec lui. Comment peut-on vivre dans ces conditions? Bien sûr que je le soutiens, je dois le soutenir. Je sais que s'il est libéré, il pourra reprendre sa vie en main. Mohamed Anwar el-Sadat, le neveu de l'ancien Raïs, est en charge de la médiation entre les prisonniers politiques et les autorités égyptiennes. Un dialogue national a été lancé il y a quelques mois et il veut croire en un assouplissement du régime. Je crois que lorsque le président a appelé pour ce dialogue national et qu'il a lancé cette stratégie pour les droits de l'homme, c'est une sorte de reconnaissance par le régime qu'il est temps d'apaiser la situation. Dans un pays où l'on compte au moins 60 000 prisonniers politiques, la situation est loin d'être résolue. Pour ce défenseur des droits de l'homme, l'un des derniers en Égypte, le régime doit donner un signal fort s'il veut être à la hauteur de ses ambitions. Libérer Alaa donnerait ce signal à tout le monde qu'on est en train d'ouvrir une nouvelle page. Sans la libération d'Alaa, les gens ne vont pas y croire. Alaa Abdel Fattah a désormais le soutien du Royaume-Uni, dont il vient d'acquérir la nationalité. Mais ses chances de libération restent faibles. La réaction au Rwanda du ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, il a rejeté une nouvelle fois lors d'une conférence de presse les accusations de son voisin congolais. Kinshasa affirme pour rappel que le Rwanda soutient le groupe rebelle M23 qui sévit dans l'est du pays et Kigali, de son côté, accuse l'armée congolaise de s'être alliée avec le groupe rebelle Hutu FDLR. Je vous propose d'écouter le ministre rwandais des Affaires étrangères. Il y a eu de nombreuses réunions avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour élaborer un plan de lutte contre ces groupes armés, mais nous n'avons pas été en mesure de le mettre en œuvre. Et nous considérons que c'est le résultat d'un manque de volonté politique du côté de la RDC, mais ce n'est pas une affaire personnelle entre le président Kagame et le président Tshisekedi. Deuxième semaine de grève au ministère des Finances congolais à Brazzaville, un mouvement qui se durcit. 1500 travailleurs de la Direction générale du budget ont décidé de poursuivre leur grève tant que les autorités ne répondent pas favorablement à leurs revendications. La correspondance à Brazzaville de Rosie Piotte. Couloir vide, bureau désert, cela fait plus d'une semaine que les activités sont perturbées au sein de la Direction générale de budget. Les agents grévistes réclament entre autres les paiements de leurs primes des commissions, des sommes dues pour les travaux effectués hors jours et heures réglementaires. Ces revendications datent de plusieurs années sans résultat. Les cas des retraités toujours en activité préoccupent particulièrement les syndicats. Le second point sur les revendications, il s'agissait du respect des départs à la retraite. Bon, c'est juste, nous avons remarqué qu'il y a comme un frein et que les agents qui faisaient valoir leurs droits à la retraite continuaient à exercer. Et là, vous savez, le syndicat, son rôle, c'est de veiller au bien-être social et à la carrière des agents. Donc, ce point-là fait partie des problèmes que les agents réclament. Les syndicalistes qui affirment avoir repris les négociations avec les autorités insistent sur le fait que les départs à la retraite est non négociable au vu des textes en vigueur qui régissent les statuts du travailleur. Contacté, le ministre délégué au budget n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Et en Tunisie, l'UGTT, l'Union Générale Tunisienne du Travail, puissant syndicat fort de plus d'1 million d'adhérents, a lancé mardi un appel à une grève nationale pour le 16 juin. Un appel à cesser le travail dans les services et le secteur public face au refus du gouvernement d'augmenter les salaires malgré l'inflation. En Tanzanie, pour lutter contre la cherté de la vie aggravée par l'inflation, le gouvernement s'est engagé à subventionner le carburant à partir du 1er juin. La mesure va coûter plus de 40 millions d'euros. Les précisions de Camille Nedelec. En réponse à la flambée des prix en Tanzanie, le gouvernement met en œuvre plusieurs mesures d'urgence, y compris la subvention du carburant. Les dirigeants espèrent aussi augmenter leurs recettes nationales avec le développement du secteur des hydrocarbures. Nous mettrons en place des subventions pétrolières dans un avenir proche et nous commencerons également à construire des installations d'exportation de pétrole. Parmi les projets qui pourraient bénéficier de ce nouvel élan, une usine de gaz naturel liquéfié dans la ville de Lindi, au sud-est de la Tanzanie, censée créer des milliers d'emplois. Le gouvernement a demandé des prêts au FMI et la Banque mondiale pour subventionner les prix des produits du quotidien, une urgence selon cet économiste. Le problème, ce sont les impôts. La Tanzanie demande au gouvernement de réduire les impôts dès que possible, autant qu'il le peut, afin de faire face à la situation. Les citoyens tanzaniens sont en difficulté. Nous sommes en crise. Nous sommes confrontés à une véritable crise économique. Avant même la flambée du prix du pétrole lié à la guerre en Ukraine, la situation était critique. Un Tanzanien sur 10 vit en dessous du seuil de pauvreté et un tiers des enfants souffrent de malnutrition chronique. Ce sont les Marocains du Wydad Casablanca qui ont remporté la finale de la Ligue des champions d'Afrique. 2-0 aux dépens d'El Ahli, le club du Caire en Égypte. Un match dominé par les Casablancais qui jouaient à domicile. On fait le point avec Jules Boiteau, avec aussi les images de nos correspondants au Maroc et en Égypte, Jean-Marie Lemaire et Ahmed El Safti. Dans les rues de Casablanca, des centaines de supporters en liesse. Petits et grands sont venus célébrer la victoire du Wydad en finale de la Ligue des champions d'Afrique. C'est la 3e fois que le club remporte la compétition. Le Wydad a mérité son titre parce qu'elle était la meilleure équipe avec beaucoup de courage, avec des jeunes joueurs. On est les champions de l'Afrique, nous le Maroc, on est des champions. Des champions portés par Zouer El Moutaraji, l'attaquant du Wydad. Héros de la finale, il a inscrit les 2 seuls buts d'une frappe superbe à la 15e minute, puis d'un tir à bout portant juste après le retour des vestiaires. Vainqueur d'Al Ahly, le club le plus titré d'Afrique avec 10 Ligues des Champions, les Rouges de Casa ont pu soulever la coupe devant leurs supporters, qui avaient massivement investi le stade Mohamed V de Casablanca. Un choix d'enceinte contesté par les Égyptiens, mais leur recours devant le tribunal arbitral du sport pour jouer sur un autre terrain a été rejeté. On voulait jouer sur un terrain neutre. Ce n'est pas juste. Le match s'est joué devant 1000 supporters égyptiens, contre 50 000 supporters marocains au moins. Notre niveau de jeu était assez faible, les joueurs n'ont pas arrêté de balancer les ballons devant. Je ne sais pas si c'était à cause de la pression des supporters marocains, mais on a très mal joué. Avec 3 Ligues des champions d'Afrique, le Wydad rejoint au palmarès l'autre grand club de Casablanca et son grand rival, le Raja Club Athlétique. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants, la suite de Paris Direct avec Audrey Racine.